Nous poursuivons notre présentation de la revue hors série du monde diplomatique qui a pour titre Manuel d'autodéfense intellectuelle. Donc je vais le faire aujourd'hui depuis la librairie Les Bellules à Marmande. Nous remercions les responsables de la librairie de nous accueillir chez eux dans un univers de livres extrêmement intéressant. Donc ce manuel d'autodéfense intellectuelle hors série du monde diplomatique, il est divisé en plusieurs parties. Une partie qui s'appelle Occulté. Les personnes qui vont écrire des articles sur des réalités historiques qui sont occultées ou qui sont oubliées. Une autre partie de la revue s'appelle Mentir et s'intéresse à tous ces mensonges qui circulent dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde médiatique d'aujourd'hui, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers les images, à travers du son. Il y a aussi une partie de la revue qui s'appelle Retourner. On a retourné certains faits d'une manière qui convient à ceux qui ont décidé de les retourner. Puis il y a aussi une partie qui s'appelle Glorifier et diaboliser. Ces articles vont par exemple s'appeler 2 siècles de calomnie. Il y aura un article sur le marché comme un projet commun. Il y aura un article qui m'a beaucoup intéressé mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui s'appelle Pachamama, le mythe du bon sauvage. C'est assez intéressant. Et puis il y a une série d'articles qui ont pour titre, qui sont rangés dans la rubrique Réécrire. C'est aussi intéressant. Je vous donne quelques titres d'articles. Le grand court-circuit. Le mensonge plus vrai que réel. Il était une fois le terrorisme racial en Amérique. Il y a aussi Silence on tue des communistes indonésiens. Il y a aussi un article, c'est celui que je vais vous lire aujourd'hui, qui a pour titre Churchill, soldat de la liberté, l'Angleterre organise la famine au Bengale. L'effort de guerre contre les nazis assèche l'économie de l'Empire britannique, qui, pour compenser, absorbe toutes les ressources agricoles du sous-continent indien. La disette emporte des millions de personnes. À Londres, le Premier ministre, Winston Churchill, reste indifférent à leur sort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Asie est le théâtre de catastrophes méconnues, éclipsées par l'enjeu de la victoire finale des Alliés sur les puissances de l'Axe. Entre 1942 et 1945, le Bengale, qui fait partie des Indes britanniques, la province du Henan en Chine, Java en Indonésie et l'Indochine sont la proie de famines dévastatrices. Au Bengale, une zone géographique de l'est du sous-continent indien, on estime à 3 millions le nombre de victimes en 1943. Cette tragédie constitue un événement majeur de l'histoire contemporaine de cette région. Sous domination britannique depuis 1757, le Bengale, une terre auparavant réputée pour sa fertilité, est marqué par la récurrence des crises de subsistance. Après une première grande famine en 1770, d'autres surviennent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les autorités coloniales développent même des codes de la famine, des directives pour y répondre ponctuellement lorsque le prix des grains passe un seuil critique et que les conséquences sociales du manque de nourriture, migration, vol, surmortalité, deviennent évidentes et potentiellement dangereuses pour l'ordre colonial. Mais au-delà de ces moments de crise, la faim est une réalité chronique en Inde, alors que les structures socio-économiques se transforment sous l'effet conjoint de la globalisation du marché des céréales et de la domination coloniale. En effet, celle-ci oriente la production paysanne vers l'exportation de denrées commerciales, jute, indigo, coton, riz, au détriment de l'agriculture de subsistance. Les populations rurales sont endettées, leurs droits de propriété foncière sont fragiles et elles sont dominées par de grands propriétaires qui supervisent la collecte des impôts pour le compte de l'État colonial. Celui-ci tire une grande partie de ses revenus des produits de l'impôt foncier et maintient la pression fiscale en période de pénurie. Si les famines reculent au XXe siècle, l'inflation, le faible niveau des salaires, les mauvaises conditions de vie et les aléas climatiques, sécheresses, cyclones, qui pèsent sur les récoltes continuent de fragiliser les populations. Les difficultés économiques alimentent les conflits du travail
et les contestations anticoloniales. Pour les nationalistes indiens, la pauvreté du pays montre clairement l'échec du projet colonial. Lorsque l'Inde entre dans la Seconde Guerre mondiale en 1939, le Bengale est un foyer de turbulences politiques et sociales. Pivot de l'Empire britannique dans l'océan Indien, le régime colonial acquiert un rôle central dans la présence militaire des Alliés en Asie du Sud. Lorsque la Birmanie tombe aux mains des Japonais en mars 1942, privant Londres d'un gros marché d'exportation de riz, le Bengale devient une zone de front pour contrer l'avancée des troupes nippones. Les Alliés concentrent les hommes à Calcutta et la présence américaine s'y renforce au cours de l'année 1943. La ville subit à plusieurs reprises des raids très meurtriers de la part de l'aviation japonaise. Les ressources de l'Inde sont orientées vers l'effort de guerre de l'approvisionnement du Royaume-Uni, une priorité pour le Premier ministre Winston Churchill. Le riz indien, comme le blé australien, est destiné aux troupes et aux civils britanniques au détriment des populations locales. De plus, les autorités redoutent une invasion japonaise du Bengale, ce qui les conduit à réquisitionner les bateaux et les grains dans les zones côtières en mai 1942, désorganisant encore davantage le tissu économique. Contrôlant sévèrement l'information, le régime colonial passe sous silence la situation de famine qui s'installe au Bengale à partir de 1942, aggravée par un cyclone en octobre. Il ne reconnaît la situation qu'à la fin de l'année 1943, face à l'afflux d'affamés à Calcutta, à la propagation d'épidémies et à la diffusion de photographies terrifiantes dans la presse. De maigres secours sont alors distribués, sans que les codes de famine initialement imaginés soient appliqués. Les grains manquent, en effet, au Bengale, ce que révèle l'échec de la politique de réquisition des stocks disponibles. Les efforts se concentrent sur les catégories prioritaires à Calcutta, au détriment des plus pauvres, travailleurs agricoles, pêcheurs, paysans. La famine disloque la société, attise les tensions entre les communautés et entre les principales forces politiques. Ligue musulmane, nationaliste hindou, Parti du Congrès, Parti communiste. Par exemple, en organisant des secours selon une logique communautaire, les nationalistes hindous renforcent leur poids politique dans les campagnes et désignent la Ligue musulmane au pouvoir au Bengale comme co-responsable de la situation avec les Britanniques. En août 1946, 2 ans après la fin officielle de la famine, de violentes émeutes éclatent à Calcutta entre hindous et musulmans, dans un contexte encore marqué par la pénurie et la banalisation de la mort. Un an plus tard, l'Inde proclame son indépendance sous une tutelle coloniale que les drames récents au Bengale a achevé de disqualifier. Et l'article est signé de Éléonore Chanla-Bernard, un professeur universitaire. Le numéro hors série du Monde diplomatique, manuel d'autodéfense intellectuelle, c'est un numéro qui est de 131 pages. Et à plusieurs reprises, il y a des bêtisiers. Donc je vais vous lire le bêtisier sur Winston Churchill. Je vous avoue tout de suite que ça écorne l'image très positive que j'avais de Winston Churchill. Donc voilà par exemple un extrait d'un discours que Winston Churchill fait en 1931. Je n'admets pas qu'un grand tort a été fait aux Indiens rouges d'Amérique et au peuple noir d'Australie. Je n'admets pas qu'un tort a été fait à ces personnes par une race plus forte, une race de sang supérieur, une race plus sage, pour ainsi dire, est arrivée et a pris leur place. Une autre phrase où Winston Churchill vise Gandhi. Il est alarmant et nauséabond de voir M. Gandhi, un avocat du Middle Temple, devenir fakir séditieux d'un type bien connu en Orient, gravir à moitié nu les marches du palais vice-royal et négocier sur un pied d'égalité avec le représentant du roi empereur. Winston Churchill, 1931. Je hais les Indiens. C'est un peuple bestial avec une religion bestiale. 1942. Je suis fortement favorable à l'utilisation de gaz toxiques contre les tribus non civilisées. Il n'est pas nécessaire d'avoir uniquement recours aux gaz les plus mortels. On peut choisir des gaz qui incommodent gravement et sèment une vive terreur, sans pour autant laisser d'effet durable sur la plupart des gens qui sont touchés. Ça, c'est un texte qu'il avait écrit en 1919. Il n'est pas nécessaire d'exagérer le rôle joué dans la création du bolchevisme et dans la conduite de la révolution russe par ces juifs internationaux
et pour la plupart athées, leur rôle est très certainement important et ils l'emportent probablement sur les autres. Churchill, 1920. Les musulmans peuvent montrer de splendides qualités, mais l'influence de cette religion paralyse le développement social de ses fidèles. Il n'existe pas de plus puissante force rétrograde dans le monde. Churchill, 1899. Mais Winston Churchill aussi a dit « L'histoire me traitera bien, car j'entends l'écrire ». Dans le monde actuel, dans le monde médiatique actuel, il y a quelque chose qui me frappe. Dans les télés à grande écoute, dans les grandes chaînes de télé à l'information continue, mais aussi dans la presse écrite, et puis même maintenant dans le discours de responsables politiques, les islamo-gauchistes seraient complices de l'islamo-fascisme. Mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par islamo-gauchiste, et surtout par gauchiste. Islamo-gauchiste, je comprends. Mais gauchiste, qui sont les gauchistes en France? Poutou, Besancenot, mais c'est 2,6% de l'électorat. Ils n'ont aucune mairie, ils ne dirigent aucune mairie, aucun conseil départemental, aucun conseil régional. Ils ne sont pas ministres des armées, ministres des affaires étrangères. Ils n'ont pas de responsabilité dans les événements historiques que nous sommes en train de vivre. Donc je trouve que cette insistance à dire et à affirmer de plus en plus souvent et de plus en plus à haute voix que les islamo-gauchistes sont responsables de l'islamo-fascisme, ça me paraît un écran de fumée. Ça me paraît un écran de fumée qui consiste à ne pas faire le bilan des interventions militaires franco-anglaises et américaines en Afghanistan. Ça me paraît un écran de fumée pour ne pas faire le bilan de la première guerre du Golfe et de la deuxième guerre du Golfe. Nous avons un proverbe en France qui dit que qui sème le vent récolte la tempête. La première guerre du Golfe, voulue par Bush père, c'est une coalition armée de 28 pays. Et l'expédition s'appelle Tempête du désert. Qui sème la tempête du désert récolte Daesh. Qui décide d'aider les glorieux combattants de la liberté afghans, ce n'est pas les islamo-gauchistes. C'est des gouvernements anglais, français, américains de l'époque. Ils choisissent, pour faire partir les Russes communistes de l'Afghanistan, d'aider les glorieux combattants de la liberté afghans. C'est-à-dire, on ne va pas aider Massoud, qui est plutôt pro-occidental. On va aider les Afghans les plus durs sur le plan religieux. Et ça se termine par l'arrivée au pouvoir des Afghans. On peut s'interroger aussi, les islamo-gauchistes ne sont pas responsables de la chute du Shah d'Iran. On pourrait s'interroger sur pourquoi le Shah d'Iran est tombé. Et pourquoi aujourd'hui on a un problème avec l'Iran. On pourrait aussi s'interroger sur le soutien inconditionnel de toute une partie de personnes importantes qui ont des pouvoirs à Israël. Et aux 76 ans de guerre entre Palestiniens et Israéliens. Les islamo-gauchistes n'en sont pas responsables. Moi, je trouve que c'est une façon, quand on lance les débats sur ça, pas plus que les migrants ne sont responsables de la situation actuelle. Les migrants, ils ne sont pas conseillers municipaux, ils ne sont pas conseillers départementaux, ils ne sont pas conseillers régionaux, ils ne sont pas ministres, ils ne dirigent pas le pays. Les migrants, ils migrent. Assad, il fait partir 6 millions de gens de Syrie. C'est le sauve qui peut. Tout le monde entier a vu les gens fuir l'Afghanistan quand les talibans arrivent au pouvoir. Et je trouve que ces choses-là, elles ne sont pas dites, elles ne sont pas écrites, et qu'on détourne les débats vers d'autres choses. On fait de la polémique systématique maintenant. Voilà, il faut que ça fasse le buzz. Alors je sais que ce que je viens de dire ne va pas faire le buzz, mais j'avais envie de le dire, et je te remercie, Gonzo, de me permettre de le dire. Voilà. Merci de nous avoir prêté attention, et à bientôt pour de nouvelles lectures.